Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, nous prenons la direction du Guyana, le nouvel Eldorado pétrolier de la région. La découverte et l'exploitation de vastes gisements d'or noir provoquent un boom sans précédent de l'économie. Et pour nous en parler, nous accueillons M. Thomas Singh. Vous êtes professeur d'économie à l'Université du Guyana, située à Georgetown. En deuxième partie d'émission, nous irons en République dominicaine au lendemain de la réélection du président Luis Abinader. La crise en Haïti et sa fermeté en matière d'immigration lui ont permis de décrocher un second mandat. A tout de suite. Un pays pauvre, une image qui colle à la peau du Guyana, le seul pays anglophone de l'Amérique du Sud. Mais depuis la découverte d'un important gisement de pétrole en 2015, le pays de 800 000 habitants fait l'objet de toutes les convoitises. Le pays a depuis 4 ans l'économie à la croissance la plus rapide au monde. Les pétrodollars coulent à flot, mais l'argent du pétrole est encore loin de profiter à l'ensemble de la population. Le Guyana, naissance d'un nouveau géant pétrolier. Un grand reportage signé Cyriaque Saunier et Stéphane Petitfrère. En plein cœur de la capitale Georgetown, sur la rive droite du fleuve Demerara, un îlot de misère extrême. Tiger Bay est ironiquement situé entre plusieurs entreprises de la très florissante industrie pétrolière du Guyana. Une dynamique dont les habitants du ghetto se sentent totalement exclus. À l'instar de Winslow, né dans l'un de ces abris de fortune il y a 45 ans, au sein d'une famille très nombreuse. J'aimerais en faire partie, mais même si j'ai des compétences, je n'ai pas grandi dans un monde éduqué où l'on fréquentait vraiment l'école. J'avais beaucoup de frères, mes parents ont eu 22 enfants. Donc j'ai grandi sans aller à l'école, mais j'ai appris à faire beaucoup de choses. Et j'en suis très reconnaissant. Mais je n'ai pas les diplômes qui me permettraient de postuler chez ExxonMobil ou autre. Malgré son record de croissance mondiale, le Guyana est toujours considéré comme un pays émergent. Si de gros moyens sont engagés pour construire les infrastructures nécessaires à son développement, 40% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, avec moins de 5 € par jour. Peut-on manger les ponts et les routes? Oui, nous en avons besoin. Mais pourquoi on devrait avoir faim? Les gens ont besoin d'argent. Vous construisez des ponts, des hôtels de luxe, des écoles. Oui, les écoles, c'est important. Certaines de ces choses sont importantes. Mais pourquoi restons-nous affamés? La grogne monte, car le contraste est saisissant entre le quartier de la baie du Tigre et son environnement immédiat, où les immeubles modernes poussent en ce moment comme des champignons. À Georgetown, les engins de chantier tournent à plein régime, 24 heures sur 24. Entre la construction de succursales de compagnies étrangères ou des nouvelles entreprises locales et la création d'entiers quartiers résidentiels réservés à la classe moyenne émergente, les entreprises de BTP sont totalement débordées. Ce boom de la construction est l'une des conséquences de la récente découverte d'immenses réserves de pétrole près des côtes guyaniennes. En 2015, le géant états-unien ExxonMobil mettait à jour l'une des plus grandes réserves mondiales de brut à 200 km au large. L'exploitation allait commencer moins de 4 ans plus tard, soit le démarrage offshore le plus rapide de toute l'histoire de l'industrie pétrolière. En décembre 2019, les premières gouttes d'or noir sont extraites à 5500 mètres sous le niveau de la mer. Elles sont désormais exposées au Musée national de Georgetown. Un espace dédié, financé par ExxonMobil, y retrace l'historique de la découverte, tout en détaillant le principe de l'exploitation, assuré par d'immenses navires de forage. Voilà donc comment l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud est en passe de devenir l'un des plus riches du continent. Un véritable conte de fées, quelque peu terni par les soupçons de corruption liés à la signature du contrat initial entre ExxonMobil et l'ancien gouvernement. Étonnamment,
l'accord prévoit le versement de seulement 2% de redevances aux pays producteurs, contre environ 10% partout ailleurs. Le contrat que nous avons avec Exxon est le pire du monde. Il ne s'agit pas de ma seule opinion, c'est reconnu à l'échelle internationale. Il s'agit du retour le plus faible de tous les contrats pétroliers passés à travers le globe. Wanda Radzik est présidente de la branche locale de l'EITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle estime qu'il faut impérativement renégocier les termes du contrat avec Exxon afin que les Guyaniens puissent effectivement bénéficier de leur pétrole. Le gaz et le pétrole nous appartiennent à nous, Guyaniens, comme toutes les autres ressources naturelles du pays. C'est notre patrimoine. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les membres de l'actuel gouvernement affirmaient qu'ils allaient voir comment renégocier le contrat afin qu'il bénéficie plus au Guyana et aux Guyaniens. Mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ne le font pas. À la tête du désormais tout-puissant ministère des Ressources naturelles du Guyana, Vikram Bharat a hérité de cet épineux dossier. Il confirme la position de l'actuel gouvernement qui ne souhaite finalement pas renégocier les termes du contrat passé entre Exxon et la précédente administration. Nous ne voulons pas que les investisseurs étrangers imaginent qu'à chaque fois qu'il y aura un changement d'administration, il faudra renégocier les contrats. Et si les partenaires ne sont pas d'accord avec les propositions du gouvernement, quelle sera la suite? Une possible action en justice? L'éventualité de voir tout le secteur pétrole et gaz mis à l'arrêt? Consultant dans le domaine de l'exploration pétrolière, l'Allemand Joachim Vogt est installé depuis 7 ans au Guyana. Il connaît bien ce type d'accord et le principe fondamental sur lequel il se base. Ces contrats ont donc un équilibre qui est fondé sur la prise de risque et l'investissement initial. Et dans le cas d'un succès et d'une autorisation de production et tous les contrats qui vont avec cette phase-là, de partage de production. Évidemment, avec un succès très important comme aujourd'hui on le voit au Guyana, on a l'impression que cet équilibre a été rompu. Seulement voilà, le contrat en question a été signé en 2016, donc après la découverte du pétrole. Mais le gouvernement estime que cette question de la renégociation ne doit pas interférer dans sa stratégie de développement du pays. Pour le ministère des Ressources naturelles, il faut juste tenter de tirer le maximum de bénéfices d'Exxon dans le cadre de l'actuel accord, comme avec le dernier projet Gaz contre énergie. Ce que nous faisons en ce moment en collaboration avec Exxon sur ce même projet, c'est construire un pipeline qui va de Starbrook Block à plus de 150 km jusqu'à la côte où il va être installé une usine de production d'électricité. À la clé, une électricité fiable et propre et surtout des factures de courant divisées par 2 pour les consommateurs. Autre initiative d'envergure, la loi Local Content, obligeant les investisseurs étrangers à s'associer à une entreprise locale pour faire du business au Guyana. Et en ce moment, dans le pays, les occasions de réaliser de bonnes affaires ne manquent pas. Les projets colossaux se comptent par dizaines, des ponts flottants à la construction d'une nouvelle capitale administrative, en passant par la création d'une île artificielle de 18 hectares. Ce dernier chantier est bien avancé dans l'embouchure du fleuve Demerara. L'île doit servir de base terrestre à ExxonMobil pour relayer ses opérations au large. Un groupe belge et une entreprise locale ont donc remporté l'appel d'offres pour ce projet à près de 300 millions d'euros, baptisé Veshi, et qui n'est que la première étape d'un plan encore plus ambitieux. Quand mes partenaires et moi avons présenté le projet au gouvernement, nous voulions construire un immense port qui nous permettrait d'assurer la transition et de moderniser l'accès maritime au Guyana. Veshi est donc considéré comme un sous-projet d'un plan beaucoup plus grand.
Mais l'argent de l'or noir n'attire pas que les entrepreneurs les plus vertueux. Nazar Mohamed, l'un des associés du projet, a dû se retirer en septembre dernier. L'homme d'affaires et son fils étaient sous le coup d'une enquête pour trafic de drogue aux États-Unis. Ce qui a été affirmé dans la presse, nous n'y croyons pas. Et de lui-même, ce partenaire, voyant les gros titres et sachant que cela pouvait être négatif pour le projet, nous a proposé, vous savez quoi ? Je ne vais pas affaiblir le projet et je vais donc m'en retirer. Il est vrai que la réputation sulfureuse de nombreux hommes d'affaires guyaniens ne semble pas vraiment ralentir les transactions financières sur place. Mais dans l'opposition, certains s'inquiètent de plus en plus d'une supposée connivence entre le gouvernement et les milieux d'affaires. Ainsi, une dizaine de familles, toutes d'origine indienne, rafleraient la quasi-totalité des marchés publics les plus juteux. J'aurais aimé qu'un réel partenariat se mette en place avec les États-Unis, le Royaume-Uni ou les pays européens qui ont l'expérience des constructions d'infrastructures afin que les Guyaniens en aient vraiment pour leur argent. Mais on ne voit pas ça. Ce que l'on voit, ce sont d'énormes contrats accordés à des amis du gouvernement et nous les voyons échouer. Dernière affaire dénoncée par cette avocate, membre du Parlement en charge de la coopération internationale, l'attribution d'un marché de plus de 4 millions d'euros pour la construction d'une station de pompage à l'entreprise Tepuy, une société qui ne disposait pas du matériel nécessaire pour les travaux et qui n'avait aucune expérience dans le domaine comme l'exigeait pourtant l'appel d'offres. Elle n'a donc pas été en mesure de mener le chantier à son terme. Cette société est dirigée par un influenceur qui a des liens connus avec le président. Il est le seul journaliste auquel le président, ou plutôt vice-président, accepte d'accorder une interview. Donc il y a un problème. Les demandes de transparence concernent aussi et surtout les revenus directement liés à l'exploitation pétrolière. Un fonds souverain a donc été créé par le gouvernement afin d'assurer la traçabilité et le bon usage de ces sommes. À chaque fois que le gouvernement veut retirer de l'argent de ce fonds, il doit passer par le Parlement. Le gouvernement a donc une traçabilité très claire pour chaque dollar dépensé et sait où il se trouve et où il va. Un audit est par ailleurs réalisé chaque année pour permettre une parfaite transparence du système. Mais tout cela n'a pas empêché récemment une partie de l'argent de disparaître des caisses. C'est assez controversé. L'autorité des revenus du Guyana, une agence gouvernementale, a elle-même rapporté que quelque chose comme 240 ou 250 000 dollars n'ont pas été comptabilisés. Ils n'ont pas pu à la fin du mandat de l'audit. Enfin bref, ils ne sont plus là. Une goutte d'eau néanmoins comparée aux milliards engendrés par ExxonMobil et ses partenaires au Guyana. Et quand l'argent coule à flot, la priorité est d'obtenir sa part du gâteau. Ça n'a pas échappé aux cols blancs réunis les vendredis midi dans les salons cossus, au charme quelque peu désuet, de l'historique Georgetown Club. Le lieu est réservé aux gentlemen qui entretiennent leur réseau entre deux bouffées de Havane et une lampée de millésimés. Le représentant du groupe Fernandez, numéro 1 de l'agroalimentaire au Suriname, a estimé que c'était le bon moment pour investir au Guyana. Il y a maintenant des mécanismes d'achat en place qui facilitent les choses d'un point de vue logistique et opérationnel, pour dire oui, on peut le faire. Des investisseurs qui viennent du monde entier et des gouvernements qui se rapprochent. La France a décidé de renforcer ses liens diplomatiques avec le Guyana. En attendant l'ouverture d'une ambassade à Georgetown en 2025, un chargé d'affaires représente Paris et ne manque pas une occasion d'en faire la promotion. Comme lors du vernissage d'une exposition consacrée aux Jeux Olympiques à la Bibliothèque nationale et en présence du Premier ministre Mark Phillips.
C'est un environnement très dynamique et attractif dans le contexte aussi du plateau des Guyanes. La Guyane française n'est pas loin. Nous avons prochainement un dialogue stratégique avec la Guyane, la France, la Guyane française, le Suriname et le Guyana. Donc voilà, notre relation avance sur tous les plans, dans tous les domaines. Plusieurs ambassadeurs étaient présents ce soir-là, comme la représentante de Washington à Georgetown. Nicole Thériault occupe régulièrement le terrain au rythme des inaugurations de grandes enseignes états-uniennes sur place. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle boutique franchisée n'ouvre ses portes ici, afin d'étancher la soif de la nouvelle classe moyenne. Il faut se rendre au grand marché du centre-ville pour rencontrer les habitants des classes populaires qui attendent toujours de constater que leur quotidien s'améliore grâce à l'argent du pétrole. Certains commencent à trouver le temps particulièrement long. Je pense que le président devrait plus se promener en ville, venir rencontrer du monde dans la rue comme vous le faites, pour être en contact avec les vrais gens du pays. Je suis mère de 2 enfants et j'attends, toujours, j'attends. Ils peuvent faire beaucoup mieux, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je n'ai même pas un quart, même pas un 8e du gâteau. On essaye d'obtenir notre pain quotidien, mais s'ils peuvent faire mieux pour nous et développer le pays, je veux voir le Guyana faire mieux et aller mieux. Le Guyana dispose pourtant d'une réserve prouvée de plus de 11 milliards de barils de pétrole, soit plus de 816 milliards d'euros au cours actuel du Brent. Mais pour l'instant, l'argent sert donc en priorité à développer les infrastructures. Actuellement, nous construisons de nouvelles autoroutes, des routes communautaires, des ponts pour passer les rivières, de nouveaux aéroports, la connexion terrestre avec le Brésil. Nous construisons 6 nouveaux hôpitaux et nous en réhabilitons 6 autres. Nous avons construit 20 nouvelles écoles durant les 3 dernières années. Notre président a promis qu'il rendrait l'université du Guyana gratuite avant la fin de son mandat. Voilà des choses dont la population va bénéficier et bénéficie déjà aujourd'hui. La démonstration semble imparable. Et pourtant, elle peine toujours à convaincre sur les marchés de Georgetown, où l'impatience continue manifestement à gagner du terrain. On n'en voit pas la queue d'un... rien. On constate que les prix augmentent. L'inflation est plus forte que jamais. On ne peut plus jamais faire 3 repas par jour. Et on ne sait pas ce que les politiciens font vraiment avec l'argent. Le coût de la vie est devenu terrible. Quand vous avez 2 ou 3 enfants et que vous êtes parents isolés, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ceux qui doivent payer un loyer et qui ne bénéficient d'aucune aide, c'est dur pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent encore s'en sortir et espérer mieux. Parce qu'avant, c'était pire. On n'en tire aucun bénéfice. Tout ce qu'on voit, ce sont des maisons qui poussent et des routes en construction. Mais sur le marché, avec leur salaire, les gens ne s'en sortent pas. Beaucoup réclament donc le versement direct d'une part de l'argent généré par l'exploitation pétrolière comme une sorte de revenu universel pour chaque citoyen du Guyana. Une vision plutôt éloignée de celle du président Irfan Ali, pour qui les pétrodollars ne peuvent pas être distribués dans la population, mais doivent servir à assurer l'avenir du pays. Le pétrole et le gaz nous donnent l'oxygène, les ressources nécessaires pour construire la trame ou la plateforme sur laquelle va reposer l'économie du futur. Prenez l'exemple de l'agriculture. Nous avons commencé à étendre le secteur ces 3 dernières années. On l'a fait de manière significative. On parle de nouvelles cultures, de fermes gigantesques. On parle de fournir tout le marché de la CARICOM.
Devenir le grenier de la Caraïbe. Cette ambition incite le pouvoir à encourager les investissements étrangers pour moderniser le secteur. Exemple à Victoria Greens, une ferme hydroponique récemment installée sur la bien nommée route de l'agriculture à l'est de Georgetown. Ici, cette technique de croissance et de production est développée par un entrepreneur israélien. Des centaines d'hectares de terre sont ainsi réservés aux pratiques agricoles autour de la route menant à New Amsterdam. Dans ce fief indo-guyanien, les autorités tentent de relancer la production de sucre à coup de subventions extrêmement généreuses en direction de Gaïsouko. L'usine, ancien fleuron de l'industrie guyanienne, avait été fermée par le précédent gouvernement en 2017, faute de rentabilité. En revanche, rien n'est prévu pour la titanesque ancienne usine d'aluminium de Linden, aujourd'hui totalement en ruine. Il faut dire que l'ex-capitale de la bauxite, minerai longtemps resté la principale ressource du pays, est majoritairement peuplée d'Afro-Guyaniens, communauté historiquement fidèle au parti de l'actuelle opposition, ce qui n'est pas sans conséquence, selon le maire de la ville. Linden se trouve être une ville à prédominance afro-guyanienne, avec actuellement un gouvernement à prédominance indo-guyanienne. Ainsi, vous voyez apparaître des problèmes de marginalisation et de discrimination. En matière de distribution de ressources ou d'accès aux ressources, Linden est largement laissé en dehors de cela. Dans la ville des Lacs Bleus, qui doivent leur couleur à la bauxite présente dans les anciennes concessions, jusqu'à 25 000 personnes vivaient de l'exploitation minière il y a 20 ans. Elles sont à peine 600 aujourd'hui. Et pour les habitants de la commune, les perspectives sont quasiment inexistantes. Depuis le déclin de la bauxite, il n'y a aucun secteur dans lequel un investissement ait été réalisé afin de se substituer à ce déclin et ainsi voir comment améliorer les conditions économiques de la communauté. Le développement semble effectivement bien moins enclenché à Linden que dans d'autres régions du pays. Comme autour du lac Madewini, où sont menés les travaux d'extension du Splash Mills Resort, un imposant complexe balnéaire destiné à occuper le temps libre des nouveaux riches du Guyana. Welcome. Come right in. À Georgetown, une classe moyenne émerge peu à peu grâce à la nouvelle dynamique économique. Ariane Dahlia a commencé à maquiller à l'âge de 16 ans dans la cuisine de la maison familiale. 10 ans plus tard, elle accueille ses clients dans son propre salon de beauté. La vérité, c'est que je ne faisais pas partie de la classe moyenne jusqu'à il y a 5 ou 6 ans. Cela a été un long chemin et je parle de vendre de la nourriture à l'école, de faire du babysitting, des extras le week-end pour avoir de l'argent à investir. Cet endroit est comme un témoignage pour ma mère qui me disait « Ce n'est pas parce que tu es né pauvre que tu dois le rester ». Loin des côtes, vers l'intérieur des terres, on entre en territoire amérindien. C'est ici que réside la grande majorité des descendants d'Arawak, premiers habitants du pays avant l'invasion européenne. Ici, on a toujours vécu en harmonie avec la nature. Logiquement, une partie des millions collectés par le Guyana en échange de la préservation de sa forêt tropicale est donc reversée à ces communautés. À Bethany, les dollars des crédits carbone, comme on les appelle, ont servi à installer des toilettes publiques, à acheter des engins agricoles ou un bateau de transport scolaire, de quoi améliorer sensiblement le quotidien des habitants. Tous les villages amérindiens du Guyana assistent en ce moment à un développement majeur. Ces projets n'ont pas été choisis par moi ou par le conseil du village. Ils ont été évoqués lors de la dernière réunion générale du village et les villageois ont donc eu le dernier mot. En un an, quelques 500 projets ont ainsi été financés par ce système dans plus de 200 villages à travers le pays. Le gouvernement a donné une feuille de route pour la comptabilité afin de garantir une transparence
et de ne pas prendre de coups au Parlement par rapport à l'argent dépensé. Mais chacun de ces programmes ou projets tire son origine au sein de la communauté. Donc il n'y a rien à poser, à part le mécanisme de vérification comptable, avec lequel je suis entièrement d'accord. Tous les problèmes des peuples originels du Guyana ne sont pas encore réglés pour autant. L'Association des peuples amérindiens, traditionnellement plus critique vis-à-vis de l'action du gouvernement, estime que les autorités négligent la question la plus cruciale pour la communauté, celle de la délivrance des titres de propriété des villages, souvent source de conflits territoriaux avec les entreprises minières. Je pensais que cette question de la propriété des terres amérindiennes serait au programme du gouvernement, afin de s'assurer que nos droits soient respectés et que d'autres formes de développement dans lesquelles ils voudraient s'engager puissent se mettre en place calmement. Donc oui, il y a des améliorations pour les infrastructures, la santé et autres. Mais il reste encore beaucoup à faire en matière de respect des droits humains des peuples originels du Guyana. À Béthanie, la question du foncier est réglée depuis longtemps et une certaine harmonie semble régner dans ce village de 565 âmes, toutes converties à l'adventisme du 7e jour. 70 élèves de la maternelle à la 6e fréquentent l'école où les cours sont dispensés par des enseignants venus de la ville. Ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent, mais ils ont juste besoin d'être motivés, de gens qui travaillent avec eux et qui croient en eux. Ils ont beaucoup de potentiel. Je leur dis souvent qu'ils peuvent faire mieux que les enfants de la ville, car ils n'ont pas autant de distractions que ces enfants. Et si dans le village, personne n'a rien à redire concernant l'action du gouvernement ou l'exploitation pétrolière, c'est peut-être parce que les travaux de rénovation de l'école sont financés par ExxonMobil. Le pouvoir en place semble donc accorder une attention particulière aux communautés amérindiennes. Il faut dire qu'elles représentent un peu plus de 10% des habitants du Guyana et jouent les arbitres lors des élections. Car la scène politique est marquée par un fort bipartisme, avec un clivage plus ethnique qu'idéologique. D'une part, il y a la coalition d'opposition APNU, avec une base électorale très majoritairement afro-guyanienne. D'autre part, le PPP au pouvoir depuis 2020, soutenu par les Indo-Guyaniens. Les deux groupes représentent respectivement 30 et 40% de la population du pays et inévitablement, les tensions raciales refont surface avant chaque grand rendez-vous électoral. Tout le monde vit bien, jusqu'à ce qu'arrivent les élections. Là, certains avancent la carte ethnique afin de s'attirer des votes, ce qui ne devrait pas exister. Cela était vrai. Cela était vrai. Pendant longtemps, nous avons été profondément divisés autour de ces questions ethniques. C'est certainement aux leaders politiques comme moi de continuer à défendre et à promouvoir l'unité ainsi que le vote responsable basé sur un projet politique plus que sur la personnalité ou l'ethnicité. Le vote ethnique sera vraisemblablement toujours d'actualité pour les prochaines élections générales prévues en décembre 2025. Sur les réseaux sociaux, la campagne est déjà bien lancée par artistes interposés avec deux slogans qui s'affrontent. Wake up Guyana, Guyana réveille-toi, qui incite la population à se soulever pour réclamer des comptes au pouvoir en place. Et One Guyana, un seul Guyana, le mantra du parti au pouvoir accusé par le camp d'en face d'afficher une volonté de cohésion nationale totalement factice.
Il n'y a pas d'approche idéologique à One Guyana, il n'y a pas de culture du One Guyana. C'est juste un médium par lequel les gens font la promotion de leurs intérêts personnels, de la pub pour une fête ou un événement. Il ne s'agit pas de médium pour rassembler les Guyaniens ou à travers lequel on pourrait imprimer une direction culturelle. Paradoxalement, c'est peut-être une menace extérieure qui pourrait pousser les Guyaniens vers une unité nationale. Celle du voisin vénézuélien. Caracas revendique en effet près des 2/3 du territoire du Guyana à travers la région de l'Essequibo. Autour du fleuve du même nom, cette perspective fait réagir les Guyaniens de façon unanime, quelles que soient leurs origines. L'Essequibo appartient au Guyana, c'est notre pays. Nous aimons notre pays, pas le Venezuela. Non, ce n'est pas possible parce que personne ici ne va dire que Caracas appartient au Guyana, ok? Donc l'Essequibo est au Guyana. 100% au Guyana, on change rien, on reste un peuple, une nation, pour une destinée. S'ils viennent, on va se battre. Mais ce n'est pas ce que vous souhaitez. Non, nous ne voulons pas ça. Les Guyanais sont un peuple pacifique, vous savez. La cause du maintien de l'Essequibo au sein de la nation guyanienne serait donc susceptible de rapprocher les communautés. Dans un pays qui produira 1,5 million de barils de pétrole par jour en 2030, les promesses de prospérité pour les habitants pourraient bien accélérer le mouvement. Car si les tensions raciales sont encore visibles sur la scène politique, dans les rues de Georgetown, les différences culturelles semblent s'estomper progressivement. Elles ne seront peut-être qu'un lointain souvenir pour les prochaines générations. Avec nous, de Georgetown, un professeur d'économie de l'Université de Guyana, M. Thomas Singh, bonsoir. Good evening. Le reportage pointe des risques de tensions sociales et ethniques entre les Afro-Guyaniens, qui sont plutôt présents dans l'administration, dans l'éducation et l'armée, et les Indo-Guyaniens qui dominent le milieu des affaires. Qu'en dites-vous? C'était le modèle traditionnel, si vous voulez. Et c'était notre réalité pendant la plupart de notre histoire, la plus grande durée de l'histoire. The manner in which this dynamic is playing out in the society la manière is dont much cette more dynamique se nuanced. reflète dans la société est beaucoup plus récente. For example, the elite in the society Par exemple, les élites de la société cross both the political and the ethnic lines. donc, sont à la limite des lignes politiques, traversent en fait les lignes politiques et ethniques. And one might begin to see maybe less of the ethnic conflicts and more class conflicts, if you will. Et on voit moins de conflits ethniques, on commence à voir moins de conflits ethniques et davantage de conflits de classe, si vous voulez. Le Guyana reste un pays relativement pauvre. On l'a vu dans le reportage, il y a 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit environ 5 € par jour. Quelles mesures le gouvernement a-t-il mis en place pour endiguer les inégalités? The first measure La is première standard mesure, welfare measures, such as increasing pensions. consiste à There are effectuer des also mesures d'aide education sociale grants to parents générales, comme so that they l'augmentation can, des retraites, afford to également send their children to des school and buy better bourses materials. et des mesures de The subvention government par an is pour envoyer leurs also, by enfants à virtue of l'école. Et le all the gouvernement, infrastructure and other spending that it's doing, également, en providing vertu de jobs. toutes les dépenses But dans these are ces primary infrastructures, measures ceci the permet de government créer is des really emplois. Mais ce taking sont des to mesures address poverty. The sont thing les that premières eats mesures away at pour lutter contre people's la livelihoods and living pauvreté. standards is something like inflation. Mais but quelque that chose is qui not really being addressed. grignote le niveau de vie des personnes, c'est surtout l'inflation. Le Guyana est l'un des poumons verts de la planète. Comment le gouvernement compte concilier l'exploitation du pétrole et la lutte contre le dérèglement climatique?
Alors, l'opinion officielle, c'est que le Guyana ne doit rien changer à ce qu'il effectue actuellement, c'est-à-dire pomper autant de pétrole et aussi rapidement que possible. À mon avis, ce n'est pas correct parce que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est l'augmentation nette de gaz à effet de serre et les activités du Guyana facilitent ce processus. Et même s'il y a également des effets de gaz à effet de serre qui sont à l'extérieur. Dans d'autres pays, c'est très difficile de concilier cela. Et je pense que le gouvernement devrait s'attaquer davantage à cette question sans prendre d'hypothèse, en fait, sans assumer que le gouvernement ne devrait pas se dire que le fait d'avoir un poumon vert comme la forêt peut l'exonérer de cela. Et je pense qu'il y a des options, des possibilités, des solutions que le gouvernement pourrait mettre en place, mais ceci impliquerait beaucoup de négociations avec les sociétés pétrolières pour qu'elles acceptent par exemple une taxe sur l'exploitation pétrolière. Ça serait une façon d'éviter que le pétrole ne devienne une malédiction et soit une bénédiction pour le pays? Oui, tout à fait. Je pense que cela réduirait la probabilité que nous vivions le pétrole comme une malédiction, mais il faut nous assurer que nos secteurs traditionnels sont compétitifs. Il nous faudrait être forts dans notre réglementation dans ce secteur pour assurer qu'il n'y ait pas de déversement pétrolier, d'accidents pétroliers. Et un certain nombre d'autres choses devraient être faites pour éviter cette malédiction. Et une des choses, c'est nous demander si nous avons besoin peut-être des incitations fiscales. Donc, il faudrait nous demander si nous avons besoin de ces incitations fiscales alors que nous avons déjà cet essor économique. Donc, il nous faudrait peut-être remettre en question cette politique fiscale maintenant que nous avons d'autres recettes. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour éviter cette malédiction en termes de ressources. Mais il faudrait prendre en compte l'éducation et les dépenses pour augmenter les compétences. C'est l'une des choses que nous devrions vraiment faire. Monsieur Singh, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université du Guyana à Georgetown. Direction maintenant la République dominicaine où le président Luis Abinader a été amplement réélu pour 4 ans il y a quelques jours. Une victoire dès le premier tour due en grande partie à sa fermeté envers l'immigration haïtienne. C'est l'une des préoccupations des Dominicains. La peur des uns et la xénophobie des autres alimentent un courant anti-haïtien qui s'est amplifié avec la crise du pays voisin. Luis Abinader a tout au long de son mandat joué sous cette corde sensible en expulsant massivement et en lançant la construction d'un inédit mur anti-immigration. Retour sur son mandat qui a ravivé les tensions avec Michel Gendre. Fin 2023, Luis Abinader a inauguré un tronçon de son rempart anti-immigration. Un traditionnel coupé de ruban, juste pour 2,7 km de murs achevés dans la zone frontalière d'Elias Piña. Suffisant pour soigner sa com et bomber le torse du haut d'un mirador flambant neuf. Le manque de contrôle du côté haïtien ne va pas contaminer le côté dominicain. Et ce projet, qui était à un moment extrêmement important, est devenu irrévocable et impératif. Construire un mur avec Haïti a longtemps été le rêve des nationalistes dominicains. Aucun gouvernement n'avait osé engager ce chantier jusqu'à l'arrivée au pouvoir de ce descendant d'immigrés libanais en 2020. Luis Abinader prétendait incarner le changement, mais par calcul politique, il a fait sienne cette idée de mur de séparation pour soi-disant stopper la menace haïtienne. En 2021, à l'occasion de la fête de l'indépendance, il dévoile son projet.
À l'époque, peu comprennent l'urgence et la pertinence d'ériger un mur, hormis les secteurs conservateurs et nationalistes. Au milieu de cette année 2021, nous commencerons à construire sur la ligne de démarcation entre les deux pays, la République dominicaine et Haïti, les nouvelles mesures de renforcement de la sécurité. Nous voulons mettre un terme aux graves problèmes d'immigration illégale. Le président Abinader a vu le problème comme l'a vu la société dominicaine. C'est pourquoi le mur qu'il a annoncé et que nous attendons qu'il mette en œuvre a l'approbation de plus de 80% de la population. Parce que c'est la façon d'envoyer un signal. Nous, Dominicains, envoyons le signal qu'il n'y a pas de solution dominicaine au problème haïtien. Une fois arrivé au pouvoir, il a décidé d'utiliser le discours de l'extrême droite de ce pays. Beaucoup au sein de la société se sont sentis trompés parce qu'il tient un discours que personne n'avait vu venir. Les travaux sont officiellement lancés en 2022 sur la frontière nord dans la zone de Dajabón. Devant les caméras, Luis Abinader actionne lui-même la bétonnière pour marquer le lancement de son rideau de béton et de barbelés. 54 km de murs doivent être construits dans un premier temps dans les zones les plus peuplées. Le coût est estimé à près de 30 millions d'euros. Et l'objectif à terme est d'ériger un rempart sur au moins 160 des 380 km de frontières. Avec cet acte, nous accomplissons le devoir sacré de défendre la sécurité de notre pays. Et nous combattons les menaces qui aujourd'hui nous affectent et nous préoccupent. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'ici, en République dominicaine, il y a déjà trop d'Haïtiens. C'est plein d'Haïtiens. On ne peut même pas aller chez le médecin car c'est plein d'Haïtiens. Il y en a partout. Donc je pense que le mur est une bonne chose. Le mur ne va rien contenir. Le mur, c'est de la politique populiste. Luis Abinader va durant son mandat instrumentaliser la question haïtienne. Jouer sur les peurs causées par la déliquescence de l'État et l'emprise des gangs sur le pays voisin. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 apporte de l'eau à son moulin et vient donner du sens à son projet de mur. À l'annonce du décès du président haïtien, il ordonne la fermeture des frontières, mobilise l'armée et à la tribune des Nations Unies, agite la peur de l'invasion bien présente dans l'imaginaire collectif dominicain. Depuis notre entrée en fonction, nous avons signalé la possibilité que la situation en Haïti pourrait déborder les frontières de ce pays et devenir un facteur d'insécurité dans la région. D'où la nécessité pour la communauté des nations d'assumer de toute urgence et une fois pour toutes la crise haïtienne comme priorité absolue. Je rappelle encore qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de solution dominicaine à la crise haïtienne. L'instabilité en Haïti produit comme un résultat, un de ces résultats, c'est la peur. Les gens ont très peur en République dominicaine. C'est un fait réel que l'instabilité en Haïti, et non seulement l'instabilité, la pauvreté en Haïti, conduit ces citoyens à chercher son bonheur, à chercher les moyens de gagner sa vie sous d'autres cieux. Avec tous ces gangs qui gouvernent Haïti, c'est propagé le mythe selon lequel tous les Haïtiens vont venir ici. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais. La migration est forte, il y a beaucoup d'immigration, mais elle n'est pas massive, comme on dit. En matière d'immigration, Luis Abinader adopte une position musclée et intransigeante. Retranché derrière le droit souverain d'un pays à mener sa politique migratoire, il multiplie les rafles et expulsions massives d'Haïtiens. Les opérations de l'immigration sont même étendues aux enfants et aux femmes en état de grossesse.
Les images de coups de filet opérés fin 2021 autour des hôpitaux et maternités ont surpris et choqué. Des femmes en situation délicate, toutes d'origine haïtienne, ont été pourchassées, embarquées et expulsées du jour au lendemain au motif qu'elles étaient en situation irrégulière. À l'époque, Louis Abinader n'hésitait pas à justifier ces opérations en invoquant la préférence nationale. Le système de santé dominicain ne peut pas servir à deux pays, seulement un pays, et c'est pour ceux qui payent des impôts, les Dominicains et Dominicaines. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé que la République dominicaine aille à cet extrême. Et pourtant, nous avons déjà passé des situations difficiles ici, dans ce pays. La loi d'immigration, son règlement d'application 285-4, établit que les enfants, les femmes en état de grossesse, les handicapés, les personnes âgées ne doivent pas être expulsées. Elles ne doivent pas être détenues et expulsées. Donc ils sont en train de violer les lois et les normes. Sous son mandat, les interpellations et reconduites à la frontière vont battre tous les records. Les agents de l'immigration ont l'ordre de faire du chiffre. Leurs opérations se basent sur la couleur de peau et s'apparentent à une véritable chasse aux Haïtiens. Tous les expulsés enregistrés par l'immigration jusqu'à ce jour sont de nationalité haïtienne. Ceci a toutes les caractéristiques d'une espèce d'épuration, parce qu'ici, nous avons des milliers et des milliers de Vénézuéliens en situation migratoire irrégulière. Mais les Vénézuéliens ont la peau... Ils ont la peau claire, la peau blanche. Alors, concernant les Vénézuéliens, pour ce que j'en sais, je ne connais pas un seul exemple de personne qui ait été expulsée du pays. Il a commencé à utiliser cette affaire migratoire pour distraire l'attention de ce que sont des difficultés internes avec hausse de prix, termes de corruption. Alors, mais on le fait d'une façon que ça n'a jamais été fait dans le pays avant. La réalité est que dans et quand en 2022, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'indigne et qu'il invite les autorités à lutter contre la xénophobie, les discriminations et à suspendre les expulsions vers Haïti, Louis Abinader s'emporte et joue la surenchère. Ces déclarations de ce monsieur Volker Turk au nom des Nations Unies sont inacceptables et irresponsables. Nous allons continuer les expulsions et la semaine prochaine, nous allons même les augmenter. Ça, c'est la réponse du gouvernement dominicain. Dans la foulée, tous les agents en uniforme reçoivent l'ordre de suppléer l'immigration. À la Rabonne, les militaires violent allègrement l'état de droit en pénétrant par effraction dans les habitations. Ça a été la première expulsion nocturne qui s'est produite ici. L'armée est entrée de nuit dans le quartier, elle a sorti les ressortissants haïtiens de leur maison et les a déportés avec beaucoup de violence. C'est la première fois que l'on a vu ce phénomène avec cette caractéristique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont haïtiens. Cela ressemble plus à la thématique des Juifs. Ce n'est pas racial, c'est plutôt un groupe avec des caractéristiques culturelles bien spécifiques et un État qui construit son projet de nation en fonction, sur la base du rejet, disons, de cette population. C'est ce qui s'est passé historiquement en République dominicaine. Louis Abinader attise les vieux démons. En décembre 2022, ces images du centre de détention de Santiago, deuxième ville du pays, font le tour des réseaux sociaux. On y voit de bons samaritains distribuer des sandwichs à quelques 200 personnes abandonnées à leur triste sort dans une cellule exiguë. Faute de place, d'autres détenus en attente d'expulsion passent la nuit enfermés dans des véhicules chargés de les conduire à la frontière. Une situation qui a indigné ce militant d'une organisation jésuite présent sur place ce soir-là. Il ne mâche pas ses mots pour condamner ces méthodes qui rappellent, estime-t-il,
une sombre période de l'histoire. Il y avait 50 à 70 personnes dans un camion fermé par un cadenas de l'extérieur, sans espace pour se mouvoir. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien du tout. Et d'autres étaient dans un autobus fermé aussi. L'image du camion m'a rappelé ce qui est arrivé aux prisonniers juifs emmenés dans les camps de concentration nazis et que l'on voit dans les films. Je n'ai pas aimé ces images. Ce sont de vilaines images. Je pense qu'aucun être humain ne devrait être soumis à ces conditions. L'appel ferme que j'ai lancé l'année dernière et que je réitère ici maintenant est de veiller à ce qu'aucune expulsion n'ait lieu compte tenu de la situation extrêmement désastreuse d'Haïti. C'est vraiment important. Nous devons respecter les droits de l'homme et le droit international des réfugiés en toutes circonstances. Un nouvel appel qui évidemment a peu d'impact sur le chef d'État dominicain. 2023 a même été l'année de tous les records avec 250 000 reconduites à la frontière. Devant l'Assemblée nationale et sans retenue, Luis Abinader se targue d'être le champion des expulsions. Jamais auparavant un gouvernement n'a fait autant pour protéger l'intégrité de la République dominicaine le long de sa frontière, ni fait preuve d'autant de fermeté dans sa politique d'immigration. Au cours de l'année 2022, on a effectué 171 000 expulsions, contre 85 000 en 2021, ce qui représente une augmentation de 102%. Au total, c'est plus d'1 demi-million de personnes qui ont été renvoyées en Haïti durant son mandat. Luis Abinader capitalise électoralement en jouant la fermeté. Ces derniers mois, malgré la dégradation de la situation humanitaire à Port-au-Prince, son credo est resté le même, ne recevoir aucun réfugié haïtien. Je l'ai dit et je le répète, je n'accepterai aucun camp de réfugiés en République dominicaine. Peu importe qui le demande, peu importe qui l'exige. Je pense que ce qu'il a eu un mantra qui n'a pas trop changé, c'est que c'est à la communauté internationale de sauver, d'appuyer Haïti. Ici, nous sommes victimes un tout petit peu de tout ce qui se passe à côté, avec pas trop de flexibilité pour considérer, par exemple, un couloir c'était humanitaire et pour aider un peu ce que se passe en Haïti. Et c'est vraiment une présidence très renfermée en ce qui concerne quoi que ce soit. La tension monte d'un cran en septembre 2023 à Dajabón, dans le nord du pays. Des soldats en armes sont déployés sur les berges de la rivière qui fait office de frontière, en représailles à la construction d'un canal d'irrigation côté haïtien. Ne supportant pas que l'eau soit puisée par le voisin, Luis Abinader réagit de manière autoritaire et excessive. Les frontières seront fermées le temps nécessaire afin que cette action provocatrice soit éliminée. S'il y a des éléments incontrôlables là-bas, ils le seront pour le gouvernement haïtien, pas pour le gouvernement de la République dominicaine. À cause de ce canal et de cette prise d'eau, Luis Abinader ferme à nouveau ses portes, sans pour autant faire plier les initiateurs du projet. Depuis septembre 2023, les Haïtiens ne peuvent plus fouler légalement le sol dominicain, hormis les zones frontalières de marché, la délivrance de visas étant suspendue. Nous maintiendrons la fermeture migratoire de la frontière indéfiniment, afin d'empêcher le transit de personnes depuis le territoire haïtien. Je veux avertir la communauté internationale que la République dominicaine continuera de se battre de toutes ses forces pour éviter d'être entraînée dans le même abîme qu'Haïti. Todo tiene un límite. Las fronteras no son imaginarias. Es nuestro deber controlarlas. Somos los mejores anfitriones del mundo. Nuestras puertas están abiertas. Pour sa réélection, ses vidéos de campagne ont allègrement surfé sur la nécessité de se barricader afin de protéger l'identité dominicaine. Por eso, nuestra frontera nunca va a ser la misma. Existen controles.
Hoy tenemos registro biométrico obligatorio, videovigilancia por drones, nos fortalecimos por aire, mar y tierra, y nuestro ejército está en la frontera, porque todo tiene un límite, excepto el orgullo de ser dominicanos. Lo mejor está por venir. El cambio, sí. Malheureusement, la question haïtienne est la seule qui unifie réellement les secteurs de la société. C'est pourquoi il l'a sorti de sous sa manche et il l'utilise. Et cela lui a permis de bénéficier du plein soutien de tous les secteurs. La question de l'immigration est une question très complexe, où on retrouve des comportements xénophobes et ultranationalistes de la part de gens de droite comme de gauche. Les attitudes xénophobes, racistes, élitistes, de caste sont très anciennes en République dominicaine. Elles viennent de la colonie. Ici, plusieurs partis, beaucoup de partis, entrent naturellement dans ce jeu du nationalisme. Souvent par opportunisme, souvent parce que le nationalisme donne des voix et qu'il pêche des voix. Avec près de 58% des suffrages, Luis Abinader a été plébiscité le 19 mai dernier. Sa fermeté en matière de politique migratoire fédère et séduit. Il a été considéré comme le mieux à même de gérer la question haïtienne et il compte bien poursuivre sur la même lancée. Le message des urnes est clair. Les changements que nous avons faits seront irréversibles. Il n'y a pas de marche arrière. La République dominicaine a changé et a changé pour toujours. Son mur anti-migrant est sans conteste le projet phare de sa première mandature. Il fait l'objet aujourd'hui d'un large consensus. Plus personne ne s'oppose à cette initiative qui a réveillé la fibre nationaliste et anti-haïtienne. Ce rempart qu'il a promis d'allonger change inévitablement la physionomie de la République dominicaine. C'est ici que se referme cette saison de Caraïbes. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur Martinique la Première.